Han Solo est mort. Ouais. Vive Harrison Ford et vive Star Wars. Bon les gars, venez, on va danser. Non, non. Allez quoi? Allez, on y va, de toute façon personne sera d'accord. C'est ce qui se passe quand on parle de religion. J'ai adoré ce film. Je peux rien y faire, je l'ai kiffé. Mais même si le film n'est pas parfait et que du coup je peux comprendre que certaines personnes ne l'aient pas apprécié, eh ben, je pense qu'il y a vraiment de l'espoir pour la suite. Même pour eux. Le film, il a une putain d'énergie. C'est de l'aventure avec un grand A. JJ, il assure. Le travail au niveau du son, c'est un truc de malade. Quand Poe, il tire sur Kylo, là, et qu'il arrête le laser dans les airs, avec la force, ce vrombissement, là, et puis le laser qui menace de se libérer de la force. Oh, ça te prend là, c'est un truc de fou. Quand les Stormtroopers, ils vont prendre Poe et ils passent à côté, Poe, il jette juste un petit regard, il est en train d'halluciner, ça se voit dans ses yeux. Et nous aussi, on est en train d'halluciner. C'est par ce genre de petits détails qu'ils arrivent à mettre une vraie ambiance dans le film. Puis, il y a des super idées de mise en scène. La base Starkiller, par exemple. Bon, ok, elle est très mal utilisée. Mais quand le First Order est réuni, là, et regarde l'horizon avec le laser qui s'échappe vers l'espace, merde, c'est super. Ou l'idée de comment la base se recharge en aspirant un soleil. Et puis la violence du film, qu'on retrouvait pas ni dans la trilogie, ni dans la prélogie. Quand ils attaquent le village, là, au début, il y a une vraie tension, on y croit. Et dans les autres, l'Empire, on voyait jamais la violence étatique qu'il exerçait sur la galaxie, ni même les séparatistes dans la prélogie. Et vu qu'on parle des Stormtroopers, l'idée de les humaniser, j'ai adoré. C'est pas l'idée du siècle, mais dans le cadre d'un Star Wars, ça fait vraiment sens. Et ils ont vraiment réussi leur truc. Il y a des plans qui défoncent. C'est la patte à JJ. Quand ils sont dans le chasseur-taille, et que la caméra, elle tourne à 360 degrés autour d'eux, on pourra dire ce qu'on veut, mais on n'a jamais vu ça dans un Star Wars. Et puis, il y a des gens qui trouvent qu'il n'y a pas de scène marquante dans le film, mais je sais pas ce qu'il leur faut. Déjà, il y a la mort de... Un petit mojito. Mais tu vois pas que je suis en train de parler, j'en ai rien à foutre. J'ai pris un mojito. Sinon, il y a aussi cette scène sur Jakku, là. La course-poursuite entre le Millennium Condor et les chasseurs-taille. Putain, il y avait de l'humour, de l'action, du rythme. J'étais accroché à mon siège. Ça s'arrête jamais. C'était génial. Et je défie quiconque de dire le contraire. Mais c'est dégueulasse! Et puis, les touches d'humour, moi, je les ai adorées, je trouve que ça fonctionne super bien. Même si des fois, elles sont un peu infantilisantes. Il y a cette scène là où il y a un officier qui vient annoncer à Kylo qu'ils ont perdu la trace des rebelles. Et elle est marrante parce qu'on voit que le gars, il est dans la merde et il est en train de trembler. Je mets ça en parallèle avec l'Empire contre-attaque. Dans l'Empire contre-attaque, c'était pareil. Il y avait des officiers qui allaient annoncer à Dark Vador qu'ils avaient raté leur job, etc. Et il y a une scène en particulier où tu vois dans les yeux du gars qu'il va crever en allant annoncer à Vador. Et quand il s'en va, il y a même les autres personnages qui le regardent comme si le gars allait à l'échafaud, quoi. Alors que dans l'épisode 7, dans cette scène, on infantilise un peu pour faire passer la pilule. C'est un peu dommage. Pour moi, Kylo Ren, c'est une vraie réussite. D'abord, on le voit comme ce méchant monolithique, le méchant classique. Et puis, petit à petit, la carapace se fend et on voit apparaître les faiblesses. Et on voit surtout que le mec, il est bon pour aller dans un asile. Il aime pas être contrarié, il réagit comme un ado. Et le fond du problème, c'est qu'il n'arrive juste pas à être Dark Vador, tout simplement. Non, je peux pas te laisser dire ça, il a pas une tête d'Adobe Actol, moi j'aime beaucoup son visage, arrête avec ça. Pendant le combat au sabre laser là, quand il frappe sa blessure pour faire remonter la douleur et le côté obscur en lui, c'est génial, c'est ce genre de détail qui te crée un personnage. Et puis moi je suis plutôt content qu'ils prennent pas des acteurs qui sont dans les canons de beauté hollywoodiens habituels. Il a une gueule cassée, il a une vraie gueule, ça c'est bien. Et puis de toute façon, Kylo Ren, il est sous forme de chrysalide, il va s'ouvrir dans les prochains épisodes. Et c'est pour ça que ça fait sens de lui donner ce côté un peu juvénile. On est super impatient d'en apprendre plus sur les chevaliers de Ren, ça c'est clair. 40 625. Je te connais, toi. J'ai rien compris. Et puis en parlant de Kylo Ren, le combat au sabre laser, il défonce. Il y a moins de chorégraphie, mais il est plus punchy, il a plus de sang, cette forêt enneigée, avec la neige qui s'évapore quand le sabre laser la touche. C'était jouissif. Et puis, que visuellement ce soit beau, ça c'est pas le plus important. Parce que le sabre laser, il aborde les deux aspects les plus importants du film. Premièrement, c'est notre attachement aux objets, à leur caractère sacré et aux dogmes qui peuvent s'y rattacher. Le film et J.J. Abrams joue beaucoup avec ça. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est hérétique qu'un Stormtroopers utilise le sabre laser de Luke Skywalker. Mais ils ont mal compris la chose. On l'a vu dans les autres films, dans Star Trek par exemple, JJ il adore détruire les symboles. Et c'est là ce qu'il fait. Il donne le sabre laser à un personnage lambda, d'une certaine manière, à quelqu'un qui ne maîtrise même pas la force.
pour mieux le réiconiser par la suite. Parce que c'est ça qui se passe avec Rey. Quand le sabre est planté dans la neige et que Rey essaye de le récupérer, bon déjà t'as une référence au mythe arthurien. Et quand elle l'obtient et qu'elle l'allume, il y a une réiconisation de l'objet. Parce que tout le long du film, le mythe a été détruit. Et là enfin, quelqu'un qui a la force, qui en est digne, l'utilise. Et c'est comme ça que JJ remet en exergue l'importance mystique du sabre laser. Deuxièmement, et c'est là peut-être la plus grande réussite du film, c'est le retour au premier plan de la force. Parce que c'est ça qu'avait vraiment raté la prélogie. Et je suis désolé d'y revenir, mais dans la prélogie, la force était complètement galvaudée, son aspect mystique oublié. D'ailleurs, l'exemple le plus frappant, c'était l'utilisation de Yoda dans la prélogie. Le fait qu'il se batte au sabre laser, c'est un non-sens total. Dans le film L'Empire contre-attaque, il le dit. Personne par la guerre ne devient grand. Ce qui donnait la puissance mythologique d'un Yoda, c'était le fait que sa sagesse soit immense grâce à la force. Le fait que Yoda se batte au sabre laser, c'est du n'importe quoi. Et là, la force, elle prend sa vraie place. Et c'est d'ailleurs pendant ce combat au sabre laser qu'on en est témoin. Parce que j'entends tout le monde râler sur le fait que Rey batte Kylo. Mais c'est pas ça le plus important. Déjà, il est blessé, et ensuite, c'est simple. C'est la force qui la guide, c'est la force qui l'a choisi. Et on le voit très bien pendant le combat, parce que d'abord, quand il s'agit de se battre juste au sabre, il la domine, il lui parle de la force. Elle se concentre, elle fait appel à la force, et là, elle prend l'ascendant. C'est la force qui l'a choisi. Et c'est la force qui lui permet de battre plus fort qu'elle. Le plan final de Luke. Toute la honte dans ses yeux, on y voit le remords qu'il a à pas avoir su amener son neveu, le fils de son meilleur ami, vers le côté clair de la force. J'ai chialé. En même temps, en fait, ça faisait une demi-heure que je chialais depuis la mort de... Bon, et c'est vrai qu'il y a des facilités scénaristiques, mais quel Star Wars n'en a pas? Quand Yann et Chic Taba, là, ils arrivent à choper le Millennium Condor. Bon, on sait pas trop d'où ils débarquent. Mais Yann, il l'explique plus tard sur Takodana, il dit qu'il a eu un plan par quelqu'un. Bon bref, c'est pas ça le plus important. Non, ce qui est important, c'est qu'ils ont raté l'iconisation du couple. Ils arrivent comme ça dans le vaisseau, par une porte, c'était un peu raté. Il y avait vraiment mieux à faire. Mais en fait, c'est le plus gros reproche que j'ai à faire à ce film. Le manque de caractérisation de certains personnages. Et l'exemple le plus frappant, c'est le capitaine Phasma. Pourquoi ils ont communiqué sur ce personnage? Bah, je vais te dire pourquoi. C'est parce que l'actrice, c'est Gwendolyn Christie, de Game of Thrones. Et s'il n'y avait pas eu ça, ils en auraient jamais parlé. C'est pas parce que c'est un Stormtroopers en métal qu'il est important. En communiquant dessus, nous, on a des expectatives par rapport à ce personnage. On pense qu'il va se passer des trucs avec lui. Et c'est pas le cas. Du coup, on est déçus. Alors que s'ils n'avaient pas communiqué dessus, ou si ce personnage avait été un officier Stormtroopers habituel, eh bien, on n'avait pas d'attente. Du coup, sa relation avec Finn, on l'aurait trouvé sympathique et on aurait bien rigolé. Et puis, pour donner plus d'importance à Phasma, suffisait que ce soit elle qui se batte contre Finn sur Takodana. Ça faisait sens, vu leur relation. Mais ils l'ont pas fait pour une seule et unique raison. C'est la vanne entre elle et Finn quand il la capture et qu'il lui dit « C'est moi qui suis en charge maintenant, c'est moi !» Il pète un plomb. D'ailleurs, c'était super drôle. Mais juste pour garder cette blague, ils l'ont pas tué à ce moment-là, c'est dommage. Et puis, il y a aussi cette bromance qui se crée entre Poe et Finn, là. On n'y croit pas trop, malheureusement. Ça va trop vite. Alors, moi, je suis quelqu'un de vachement empathique. Capitaine, Oui. il y a une gonzesse qui me plaît bien, là. J'aimerais bien lui payer un verre, mais j'ai plus de thunes. Vous pourriez pas m'avancer? Promis, je vous rends, hein. Mais écoute, oui, t'inquiète pas. Regarde, c'est moi qui invite. Hein? Allez, va t'amuser, fripon. Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis quelqu'un de super empathique. Et je suis le premier à dire qu'une amitié, même forte entre deux hommes, elle peut arriver très très vite, surtout si l'un d'eux t'a sauvé la vie. Mais ça aurait mérité une scène de plus, là, sur Jakku, par exemple. Ils auraient pu survivre ensemble dans le désert. Tu fais un montage, tu fais des ellipses, et puis leur chemin se sépare après. Mais ils l'ont pas fait, et du coup, là, quand ils se jettent dans les bras, on n'y croit pas trop. Il y a même Poe qui regarde Finn à un moment et lui dit mon manteau te va très bien. Il le regarde comme ça. Mais il faut le baiser ou quoi? Par contre, la relation entre Rey et Finn, elle est hyper bien amenée, très juste, moi j'y crois, et puis les acteurs ils sont géniaux. Il y a un truc très intéressant dans leur relation, c'est la destruction des stéréotypes genrés. Par exemple, quand ils veulent s'enfuir à un moment, Finn, il prend la main de Rey et il l'emmène. Et elle, tout de suite, elle a le réflexe de lui dire « J'ai pas besoin de ta main, on court, on y va, j'ai pas besoin de toi pour courir. » Et même le plan d'après, alors qu'elle était derrière lui, là elle court devant lui. Ça veut dire qu'elle court même plus vite que lui. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de films qui essayent d'être juste sur l'égalité des sexes, mais qui font ce genre d'erreur. Ils montrent quand même ce genre de petits réflexes. Et là, dans ce film, à chaque fois, ce genre de réflexe, il est cassé, détruit. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important.
Et il y a un dernier truc, c'est qu'ils auraient vraiment pas dû nous montrer le Supreme Leader Snoke. Il est vraiment moche. Et je parle pas du design, je parle de la finition des effets spéciaux. Même si j'ai adoré le film, j'en attendais beaucoup plus, je dois l'avouer. Notamment en termes de prise de risque, parce que le film n'en prend aucun. Mais peut-être que c'est pour une bonne raison. Parce qu'on est face à un film qui doit remplir 3 objectifs. Plaire à ceux qui ont détesté la prélogie, plaire à ceux qui l'ont aimé, et surtout, et c'est ça qu'on oublie un peu, toucher un nouveau public. C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas connu la prélogie étant jeunes. D'ailleurs, on le constate même dans la com du film. Tu peux regarder les affiches, il y a juste écrit « Star Wars The Force Awakens ». Il n'y est pas fait mention de l'épisode 7. Et c'est tout simplement pour pas faire peur aux nouveaux arrivants. Parce que si tu écris épisode 7, quelqu'un qui n'a jamais vu les autres films, il va se dire inconsciemment « Bah c'est pas pour moi, je les ai pas vus ». Alors que si tu y fais pas mention, les gens vont être plus susceptibles d'aller le voir. Et c'est là qu'on comprend que ça fait sens de réutiliser les ficelles scénaristiques de la trilogie originelle pour offrir aux nouveaux, jeunes et moins jeunes, une expérience similaire à celle-ci. Alors, le côté obscur de tout ça... Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le côté obscur de tout ça, c'est que ça répond avant tout à des impératifs marketing. Franchement, la ressemblance avec la trilogie originelle, il y avait moyen de faire autre chose pour mieux le camoufler. Il y a des gens, ils invoquent Campbell et le monomythe, mais c'est un peu facile de dire ça, hein. Parce que plan d'androïdes sur planète désertique, on a déjà vu ça. Il y a moyen de prendre les mêmes situations, des personnages différents et modifier tout ça et raconter la même histoire. Faut vendre des jouets BB-8, ça c'est important. L'épisode 7 est un film un peu bâtard, parce qu'il essaye de plaire à tout le monde. C'est un film introductif à cette nouvelle trilogie. On pourra juger l'épisode 7 qu'à l'aune des 2 films suivants. Alors je sais, j'ai souvent dit qu'un film devait exister en soi, et pas dans le cadre d'une saga. Mais c'était un peu inévitable, et je crois qu'il va falloir l'accepter. Surtout que c'était pour une bonne raison. C'était pour faire table rase du passé. C'est pour ça qu'au final, il y a pas mal de fanservice alors que j'avais annoncé le contraire. C'est pour ça qu'il y a cette forme de redite de la trilogie originale. Et c'est pour ça qu'on tue Han Solo. Pas seulement parce que ça fait sens au niveau mythologique, mais aussi pour pouvoir nous dire, voilà, maintenant c'est fait, l'hommage il est fait, on va vous sortir quelque chose d'original. C'est ce que je crois, c'est ce que j'espère. D'ailleurs, même Kylo Ren le dit à la fin du film. It's just us now. J'y vois une promesse pour la suite. Faut vraiment me donner de l'originalité maintenant. Et il y a certains points que j'attends de voir. Quand Chewbacca tire sur Kylo, c'est pas anodin. Il tire sur son neveu en fait, sur le fils de l'homme qui lui a sauvé la vie, sur le fils de son meilleur ami. Et dans les prochains épisodes, quand il retrouvera Kylo, il faut pas qu'il soit mis de côté, comme ça a toujours été le cas un petit peu dans tous les épisodes Star Wars. Non, il a un compte à régler là. Et il peut pas laisser les autres régler son compte à Kylo. C'est lui qui doit prendre cette responsabilité. Et j'espère vraiment qu'ils vont mettre ça dans les prochains épisodes, sinon ce sera vraiment une faute de goût. Snoke. Et là, je pense qu'ils vont avoir l'intelligence de revenir aux fondamentaux de la force. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Yoda n'avait pas besoin de se battre au sabre laser. Je ressens vraiment ça dans ce personnage. Ce mec, il est puissant par la force, par le côté obscur de la force. Il n'a pas besoin de sabre laser. J'irais même jusqu'à dire qu'il a peut-être même pas besoin de cracher des putains d'éclairs avec ses mains. C'est peut-être dans l'ombre, grâce à son intelligence, qu'il va pouvoir agir et mener son dessein à bien. Et j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Sinon, je serai le premier à dire qu'ils ont raté leur mission. C'est donc une nouvelle trilogie qui commence. Et il y a une question qu'il faudra absolument se poser. Est-ce que ça faisait sens de continuer Star Wars? Parce que j'ai assez reproché à ceux qui aiment la prélogie de pas comprendre pourquoi je l'aime pas. Au final, ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque de la prélogie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la simple idée de raconter l'histoire de la naissance de Dark Vador, c'était un non-sens complet. Parce que qu'est-ce qui donnait la puissance mythologique à un personnage tel que Vador? C'était le mystère qui entoure sa création. Du coup, je dois faire preuve d'honnêteté intellectuelle et me poser cette question à moi-même. Parce que même si pour le moment je pense que c'est bien parti, il faudra que je sois honnête là-dessus et que je me demande si ça fait sens de continuer Star Wars. Si ce qu'on va appeler la postlogie n'avait aucune raison d'être, ne nous a rien apporté de nouveau, indépendamment de si je l'ai kiffé ou pas, eh bien je serai le premier à le reconnaître et à dire ils auraient dû arrêter au retour du Jedi. Ah, et Miltos Hirolemou, en mai là, quand je lui ai parlé, il m'a spoilé le film.
J'essaye de lui tirer le verre du nez, il me dit non mais je savais que ce qui me concernait dans le scénario. Par exemple, je savais peut-être que 5 planètes allaient exploser, mais pas pourquoi. Et je le quitte, et au bout d'un moment j'ai quitté, je me dis mais c'est vachement spécifique ce qu'il m'a dit. Et j'étais en train de me dire mais est-ce qu'il m'a raconté un vrai truc de film? Eh ben oui. Putain, c'est un truc de ouf. Et toi là? T'as rien à dire? Tu me parles pas depuis tout à l'heure, tu comprends ma langue au moins?